Vecteur de vie, le sang raconte l'histoire des hommes. Le sang de tout temps intrigue et fascine. Il a été la source d'inspiration de très nombreux mythes et symboles, justifiant les saignées jusqu'à la déraison. Il fut ensuite remède, engendrant la grande idée de la transfusion. Il connut bien de ratés tragiques à ses débuts, mais c'est plutôt dans les guerres du XXe siècle que se sont forgés les progrès qui allaient bouleverser la médecine. La transfusion sanguine, extraordinaire aventure. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission sur le sang, toujours avec notre invité, le docteur Emilia Bokilo-Dia, directrice générale du CENTES. Et vous avez combien de types de donneurs au niveau du centre? Bien, au niveau du centre de transfusion, nous avons, je veux dire, en gros, deux types de donneurs. Nous avons les donneurs bénévoles, Oui. ceux qui viennent donner leur sang sur une décision personnelle, et les donneurs de remplacement, ce qu'on appelle les donneurs familiaux, qui viennent donner parce que leurs parents ont été transfusés et que nous, au centre de transfusion, nous les invitons à venir remplacer le sang qui a été donné pour entretenir la chaîne de dons. Ouais. Parmi les donneurs bénévoles, il y a ceux qui sont réguliers, qui font donc le geste 2 à 3 fois dans l'année, depuis plusieurs années, et ceux qui viennent de façon événementielle. On a eu un problème, et donc par solidarité, on vient donner, comme on a eu le 4 mars, quand on a des accidents dans la ville, on a spontanément des gens qui se sentent solidaires, qui s'imaginent qu'on va avoir besoin de sang, qui viennent donner. Mais nous avons une préférence nette et précise pour les donneurs de sang bénévoles réguliers. Ceux-là n'ont pas ces problèmes de conscience dont on vient de parler. Ceux-là s'entretiennent parce qu'ils ont compris que c'était pour eux et pour le malade. Et c'est avec eux que nous enregistrons les séroprévalences quasi nulles. Pour le VIH. Parce qu'ils sont préparés psychologiquement. Parce qu'ils viennent régulièrement, parce qu'ils prennent leurs résultats et ils ont comme objectif, la prochaine fois, je dois être dans le même statut que la dernière fois. Donc, vous voyez, avec eux, nous avons, au niveau du VIH, nous avons autour de 0,7%. Mais même ceux qui deviennent positifs, la plupart du temps, sont conscients. Quand nous les avons, quand on les interroge, souvent ils nous disent « j'ai eu un comportement qui n'était pas très bien ». Et là, on ne les prend pas en poche, on prend et on leur confirme qu'effectivement, les 0 et quelques %. Les donneurs fidélisés, réguliers à Pointe-Noire, par exemple, ils ont 0% de séroprévalence en VIH. Ils font attention. Ils font attention parce que... mais c'est la sensibilisation qui est maintenue. Le fait qu'ils soient réguliers au centre de transfusion les maintient dans un état d'esprit de conscience de leurs gestes. Et c'est ce qui leur permet, chaque fois qu'ils sont face au danger, de pouvoir faire le bon choix. Comme on dit, comme mes amis du CNLS se disent, ils savent, même dans l'urgence, même dans la précipitation, à un moment donné, quand ils font le choix, ils savent faire le bon choix. Mais ça, c'est une éducation qui prend le dessus par rapport à leur propre volonté. Alors, dans une situation de conflit ou de catastrophe, vous êtes appelé à intervenir, vous prévoyez quel type de poche de sang? De toutes les façons, nous partons du donneur universel. Généralement? Généralement. C'est plus sûr, au moins c'est... Et pour affiner, étant donné que nous savons qu'il y a des donneurs dangereux, ceux qui ont ces anticorps dangereux que nous appelons hémolysine, étant donné que nous savons qu'il y a l'antigène D, qui est l'antigène le plus dangereux, lorsque nous avons une incompatibilité, on va jusqu'à des insuffisances rénales. Nous allons jusqu'à des morts de malades sur la table en 10 minutes. C'est dangereux. Donc, étant donné ces deux aspects, dans des situations d'urgence, par exemple en conflit, comme vous l'avez dit, le sang qui est mis à disposition, c'est du sang O négatif. Bon, prenons l'exemple, le 4 mars. Vous avez prépositionné quel type de poche?
Bien, le 4 mars, c'est une situation d'urgence, Oui. mais nous sommes dans l'environnement urbain. Oui. Nous sommes en ville. Oui. Nous sommes à l'hôpital. Oui. Donc, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas un sang spécifique pour régler l'urgence. Ce dont nous avions eu besoin, c'est de la quantité et la variété dans les produits sanguins. Ah bon. Donc, ce que nous avons fait un appel aux dons. Un appel aux dons, bon, c'est vrai qu'il était un appel un peu stressant pour la population, mais nous avons incité la population à faire un don de soi. Au même titre que ceux qui apportaient les biens matériels, l'alimentation, nous leur avons fait comprendre que les étrangers qui sont venus nous aider sont venus avec des médicaments, avec des outils, avec tout. Ils n'ont pas pu et ils ne pouvaient pas venir avec le sang. Le sang, c'est à nous, Congolais, de donner le sang pour nos compatriotes. Les humanitaires ne viennent pas avec le sang. Et c'est à ce moment que nous avons vu, que nous avons compris que le Congolais n'était pas réfractaire aux dons de sang. Nous avons eu un engouement tel que nous avons été débordés. On a organisé les 3x8 en matière de travail et de dépistage. Nous avons reçu toute une délégation, vous vous rendez compte, des sages qui sont venus de Kinkala pour donner leur sang. Nous avons eu des collectes de sang à Ifondo que le préfet a envoyé. Donc, nous avons des sages? Oui. De quel âge? Parce qu'il y a un âge limite. Et non, quand je dis sage, c'est-à-dire des personnes habitées par la sagesse, par la force du temps. Non, je comprends. Ouais, hein, oui. Le regroupement parce que des chez nous, anciens. Sage, ça va avec l'âge aussi. Hein. Non. Les anciens, si vous voulez, les anciens. Je ne veux pas dire les vieux, parce que je pense que pour qu'ils viennent donner le sang, ça veut dire qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que nombreux d'entre nous. Donc, ce sang, c'est sage. Dès le 3e jour, ils sont venus, ils ont dit, Madame, nous sommes venus donner le sang. J'avais vu le ministre Makosso chez vous là-bas en train de donner son sang. C'est un régulier chez vous là-bas? Il est régulier? Oui. Le ministre Colinet pas en tant que ministre. Hein, il est... Monsieur Colinet Makosso, il est régulier chez vous? Monsieur, je préfère dire Monsieur Colinet Makosso parce que sinon on va penser que c'est sa fonction qui fait de lui un donneur. Non, c'est un donneur ancien. C'est un donneur régulier. Et surtout, c'est un leader de donneurs de sang. Oui, puisqu'il avait entraîné des jeunes. Voilà, et ces jeunes sont maintenus dans la file active des donneurs. Ils ont continué. De temps en temps, lui-même, il fait le geste, mais pour suivre le modèle, il a tous ces jeunes qui continuent à perpétrer le geste et à drainer d'autres jeunes. Mais ce n'est pas la seule autorité. Hein. Le don de sang au Congo n'est pas une exception au niveau des autorités. Vous avez enregistré beaucoup? Oui. Le chapeau bas est tiré en premier lieu aux responsables au niveau des forces armées congolaises, hein, que ce soit l'armée, la gendarmerie, la police. Je ne sais pas s'ils souhaitent cette publicité, mais nous, ça fait partie de la promotion du don de sang que d'exposer des modèles. Avec le chef d'état-major, peut-être pas le chef d'état-major en tant que tel, mais avec celui qui a été le commandant du GPC, le groupement paracommando, c'est le premier à avoir entraîné les forces armées congolaises dans les recherches, nous nous sommes rendus compte que c'était en fait un devoir républicain pour nos forces armées congolaises. Et nous avons retrouvé un décret signé, je lis le signataire à l'époque, le commandant Marien Ngouabi, qui instituait le don de sang dans les forces armées congolaises, signé en 1968 et qui prévoyait d'ailleurs qu'au bout de 10 dons, qu'un soldat doit être reconnu et décoré pour ce geste. Pour 10 dons, ça représente... ça fait au moins 3 ans de dons réguliers, oui. 3 années de dons réguliers. Donc, lorsque le chef d'état-major général vient avec nous, en fait, il vient voir le centre de transfusion parce qu'il dirige des éléments pour lesquels la prise en charge passait par le sang. Et nous en avons profité pour lui dire que, monsieur, nous souhaitons que aujourd'hui nous vous apportons cette aide, mais demain nous aurons besoin de vous.
Et c'est ainsi qu'à Brazzaville, je peux dire entre 40 et 50% des dons de sang viennent des forces armées congolaises. Et nous avons fait la fidélisation des forces armées congolaises au point d'en faire une exception en Afrique. Lorsqu'en tant que directrice générale, je participe à des réunions au niveau, que ce soit africain, même à l'étranger, et que je présente les données que nous avons des forces armées congolaises, mais au Congo, ce n'est pas une population à risque en matière de dons de sang. Les meilleures données sérologiques que nous avons à Brazzaville, nous les enregistrons avec les forces armées congolaises. Très bien. Et donc, ils méritent que nous tirons le chapeau, bas, mais Général surtout que nous puissions en parler pour que ça serve de leitmotiv. Aux autres, oui. Mais ce n'est pas que les forces armées. Les responsables administratifs aussi. Dans plusieurs administrations, nous avons eu plusieurs ministres au cours de plusieurs gouvernements qui sont venus. Mais lorsque je cite les ministres, c'est pour ne pas citer... non, mais c'est anonyme. Hein, donc Voilà, on ne cite personne, mais je voudrais quand même citer la première dame. Elle donne aussi. Elle donne, et surtout la fondation. Toutes les associations qui la reconnaissent comme étant une maman de cœur, une maman qui offre pour la santé, sont inscrites au don de sang en son nom. Que ce soit à Brazzaville, à Mas, les femmes de... Je les ai toutes les dames de la présidence, l'association Lisanga, toutes les associations qui accompagnent madame dans ses activités de santé sont inscrites dans le cadre du don de sang. Vous n'enregistrez pas de pénurie là-bas chez vous? Pourtant, si. Pourtant, si, parce que... La demande est si forte que ça? On a beaucoup d'associations, on a beaucoup d'institutions, mais nous ne couvrons pas les besoins. On transfuse beaucoup au Congo, mais en Afrique, parce que la transfusion arrive toujours comme étant le premier remède dans les situations d'urgence, surtout dans les zones les plus enclavées. En attendant que le traitement médical avec des médicaments pharmaceutiques prenne le relais, souvent, la transfusion, c'est l'urgence. Et nous avons évalué environ à 80 000 le niveau de besoin en don de sang au Congo. Nous n'en sommes qu'à 54 000 en 2014. Vous voyez que le gap de 30% est encore à couvrir. Donc, on reste quand même régulièrement en situation de pénurie. Alors, question d'un internaute. Vous n'êtes pas une banque de sang comme les autres. Une banque de sang, donc je précise, mais vous gérez du sang pour le redistribuer à qui, comment et pour quel coût? Effectivement. Commençons par le coût. Nous sommes un établissement public avec une autonomie financière, certes, mais nous avons la subvention de l'État qui vient équilibrer nos besoins en trésorerie, puisque le recouvrement de coûts qui est fait auprès des malades n'est pas à la hauteur de la dépense qui est faite pour préparer le produit. Vous évaluez la préparation à combien? Vous prenez par exemple une poche de sang vide que nous importons, donc ici à Brazzaville. La poche la plus simple nous coûte 3 500 environ. Le donneur de sang, lorsque nous allons pour prélever un donneur, le tester, l'équipe, on va chercher le donneur, on se déplace, souvent les dimanches, on lui donne une collation, on prend en charge l'équipe. Cela nous revient par donneur environ à 5 000 francs. Donc prenons le donneur qui vient sur place. Même quand il vient sur place, la collation du donneur nous coûte environ 3 000 francs. Parce que nous donnons un sandwich entier, une boisson chaude, une boisson froide avec thé, café. Là, et c'est la loi. Nous participons au déplacement du donneur quand il vient à titre personnel. Ensuite, le sang est prélevé, il est testé. Mais nous avons tous les marqueurs VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, les groupes sanguins. Nous avons des fois mis des filtres pour séparer le sang, pour laver le sang. Tout ça nous ramène la poche de sang la moins chère à environ 68 000 francs CFA. Et revendu à combien? À 5 000 francs.
C'est du social. Et le gap est couvert par l'État, c'est ce qu'on appelle la subvention à l'équilibre de l'État. Donc, vous voyez que quand nous recouvrons les 5 000 francs auprès des malades, c'est essentiellement pour aller chercher d'autres donneurs. Mais la banque de sang, le travail que nous faisons, donc le sang, nous avons été chercher le donneur, nous les avons prélevés et nous sommes installés dans les hôpitaux, dans des locaux qu'on appelle banque de sang. Et c'est à cet endroit que nous cédons le sang aux malades grâce à la demande qui est faite par le médecin et à travers d'une ordonnance transfusionnelle. Le sang est donc remis aux parents pour certains hôpitaux, la plupart d'ailleurs, pour aller jusqu'au lit du malade. Donc, au niveau des hôpitaux, nous avons le local qu'on appelle banque de sang pour la compréhension de tous, mais nous avons surtout ces banques, cet appareil qui ressemble à un réfrigérateur. La banque de sang, c'est quoi? Mais c'est comme un réfrigérateur. Donc oui, c'est pas... Pour maintenir justement, je vous ai dit, le sang à 4 degrés. Mais 4 degrés, c'est de haut en bas. Dans le compartiment, c'est 4 degrés. C'est 4 degrés sans interruption, en permanence, sans fluctuation. Lorsque le sang est c'est garanti en dehors tout ça? de... Oui, c'est la stabilité du courant qui nous le garantit. Ah, sans interruption? Non, parce que bon... oui, mais on a des mécanismes. On ne peut pas parler de la SNE sans avoir affaire au ministre. Hein, donc, non, mais on a des mécanismes, vous savez, même en Europe, même dans les pays les plus développés, où le courant ne pose pas de problème, ils ont des systèmes de secours, toujours. Parce que les aléas de la technique, on ne peut pas les prévoir. Donc même nous avons, quand vous venez au centre de tension, on a un groupe électrogène pour prendre le relais en cas de difficulté. Nous avons des appareils qui demandent une consommation très élevée en courant. Lorsque nous lançons cet appareil, c'est un programme. Il ne faut surtout pas que ce programme soit interrompu, sinon le sang est jeté. Et lorsque nous lançons ce type d'appareil, nous sommes obligés de lancer le groupe électrogène. Il vous arrive de jeter le sang aussi? Oui. Pour multiples raisons? Oui. Et ça vous arrive combien de fois dans l'année? Nous jetons 15% de sang prélevé. C'est à cause de? Pour toutes les maladies que nous dépistons, chaque fois que c'est positif ou douteux, nous jetons le sang. Lorsque nous faisons des préparations, quelquefois la poche s'ouvre, donc le circuit clos est interrompu, nous jetons. Nous jetons le sang, je vous ai dit, les plaquettes se conservent 5 jours, nous les préparons. S'il n'y a pas la demande, on va jeter. Oui. Lorsque le sang est sorti de notre banque, si on ne respecte pas les délais d'utilisation, quand il revient, nous allons le jeter. Et il y a la péremption, je vous ai dit, le sang est gardé 35 jours. Bah, il y a des groupes, vous prenez un groupe AB négatif ou AB tout court, c'est du sang qu'on ne peut donner qu'à un donneur AB. Bah, quelquefois, il n'y en a pas, on est obligé de jeter. Donc, 15 à 17% du sang que nous avons produit est jeté. Nous avons besoin que les Antillais, les Africains, les Métis donnent leur sang pour que nos malades puissent vivre normalement. Moi, je suis maman d'un jeune garçon drépanocytaire, donc il a besoin de sang pour vivre. Donc c'est grâce à ces donneurs que je ne connais pas, mais qui sont là, que mon fils est en vie. Donc je remercie tout le monde et au nom des autres parents aussi, je remercie tout le monde. C'est important, ça m'évite déjà de faire des crises très douloureuses et ça m'aide beaucoup. Donc dans la vie de tous les jours, ça me permet de faire un peu de sport et puis de gérer ma passion qui est l'aviation. Normalement, j'ai pas le droit d'être en altitude et grâce au don du sang, je peux réaliser mon rêve. Un internaute vous demande, il se construit un hôpital dans chaque département. Il s'est construit un centre de référence de la drépanocytose à Brazzaville. C'est dire l'ampleur des besoins en sang. Quelle est votre vision de demain pour être à la hauteur de votre mission? Bien, la réponse est, je veux dire, à 3 niveaux. Il y a le niveau des infrastructures. Depuis que nous
avons, que le Congo a mis en place le centre de transfusion sanguine, c'était pour répondre à 2 préoccupations à la création. Tout d'abord, freiner la transmission du VIH à travers le sang. Là, l'objectif est atteint puisque... À 100%. Oui, nous avons, tous les ans, nous réalisons des études. Nous avons, avec l'université Marien-Ngouabi, nous avons toujours un étudiant, 2, moi j'encadre en tant qu'enseignante des étudiants qui font des travaux de recherche sur les malades qui ont été transfusés. Donc, année après année, nous avons ce mécanisme pour faire le suivi des malades transfusés en dehors d'eux. Donc, la transmission ne se fait pas à travers le sang. Ça, c'est interrompu. Le deuxième objectif du centre de transfusion, c'était d'amener le sang partout où les services de santé avaient besoin de sang pour prendre en charge. Pour ce faire, il y avait donc à construire le réseau transfusionnel. En 1994, on ne transfusait que à Brazzaville, Pointe-Noire et Nkayi. Et maintenant? Et maintenant, dans tous les chefs-lieux de département, vous avez une structure transfusionnelle. Mais cela ne suffit pas, puisqu'il y a d'autres grandes localités. Vous prenez des localités comme Nkayi, qui n'est pas chef de lieu de département de la Bouenza, mais qui abrite un centre de transfusion, qui est d'ailleurs plus actif que Madingu. Oui. Vous avez un centre de transfusion à l'UTT, vous en avez un à Bunji, vous en avez un à Abala, qui n'est pas chef-lieu, mais qui abrite une activité transfusionnelle. Donc, le réseau se construit, mais nous avons encore des zones qui n'ont pas de structure transfusionnelle, mais la demande en sang est importante. Vous avez le cas, par exemple, en 2012, c'est ce qui nous a amené à ouvrir un centre de transfusion à Mindouli. Mais depuis le mois de mai, nous avons eu des alertes à Kindamba. Le médecin de l'hôpital de Kindamba est venu nous voir parce qu'il faut ouvrir une unité de transfusion à Kindamba parce que la référence à Mindouli ou à Nkayi devient difficile. On a enregistré quelques décès sur le trajet parce que la structure n'existe pas. Nous avons aujourd'hui Ngabé qui tire à la sonnette d'alarme. Il faut que nous allons... Donc actuellement, chaque fois que le besoin est exprimé et que nous avons regardé qu'il n'y aura pas une perte qualitative du produit, eh ben, nous travaillons à ouvrir une unité transfusionnelle. Donc le réseau s'étend. Nous avons réouvert Talangaï. On a réouvert le poste de transfusion de Talangaï. Oui. Bakongo ouvre, mais Bakongo ouvre, mais l'unité n'est pas fonctionnelle. Donc Makele Kele supplée, l'hôpital de Mpissa. Ah oui, d'accord, oui, oui. Mais dès que le matériel est disponible, le dépôt de sang de Pissa va ouvrir. Mais lorsque Filou, par exemple, est inauguré, le local est là, l'équipement est là, ben, l'activité transfusionnelle démarre en même temps. Donc là, c'est en termes de couverture. Donc les hôpitaux qui se construisent avec les unités transfusionnelles prévues, les équipements prévus. Notre rôle actuellement, c'est de travailler avec la population environnante pour qu'il y ait des donneurs. Parce que l'État peut nous mettre à disposition un local, des équipements, des réactifs. S'il n'y a pas de donneurs, il n'y aura pas de sang. Et le besoin en donneurs est couvert par la population. Donc nous avons actuellement un grand travail avec les élus locaux pour que la population qui environne la structure de santé en construction se prépare à devenir aussi, pour partie, une population de donneurs de sang. Après, derrière, nous avons les chiffres à atteindre. Aujourd'hui, nous avons compris que les meilleurs donneurs sont des donneurs bénévoles. Au Congo, nous n'avons que 37% de donneurs bénévoles. Sur 54 000 dons de sang qui sont faits, 37% seulement relèvent du don bénévole. L'action que nous sommes en train de mener, c'est de sensibiliser, de promouvoir ce don de sang bénévole pour justement rehausser le niveau
de qualité. Donc, améliorer le don de sang en quantité, la population va venir, mais en qualité, en leur apportant ce qu'on a dit, c'est-à-dire une bonne santé du donneur, c'est un sang qui est de meilleure qualité. C'est un deuxième message et nous venons de prendre part à cette réflexion au niveau Afrique et Asie-Pacifique pour savoir comment, dans le contexte qui est le nôtre, amener la population à faire le don de sang de manière bénévole et volontaire pour que nous soyons à 100% de dons bénévoles en 2020 comme le préconise l'OMS. Donc, c'est toute la promotion du don de sang qui va être mise en place. Et le troisième niveau, c'est celui des finances. Le budget du centre de transfusion devra suivre. Aujourd'hui, pour un fonctionnement à minima du centre de transfusion, donc simplement avoir des réactifs, des poches et conserver correctement le sang pour qu'il soit donné aux malades, il nous faut un minimum de 800 millions par an, plus de 50 millions par mois. Mais quand on est à 800 millions, nous n'avons que 37% de donneurs bénévoles. Donc, pour améliorer ce don de qualité, il faudrait que nous allions en collecte mobile. Les collectes mobiles, c'est ce qui s'est passé hier, par exemple. Nous avons 2 équipes qui ont travaillé hier pour aller prélever le sang dans 2 églises de la place. Mais ça, ce sont des heures supplémentaires. Ce sont des heures travaillées en jour férié. Et pourquoi vous les faites en heures supplémentaires? Pourquoi vous ne le faites pas en heure normale? Il faut aller chercher ces donneurs qui, la semaine, travaillent, qui sont disponibles dans leur lieu de prière. Et nous travaillons avec notamment les responsables des églises qui arrivent à sensibiliser encore mieux que nous. Vous prenez dans le contexte chrétien, je vois des curés de paroisse remettre le don de sang dans le contexte du sang du Christ. Oui. Et vous avez aussi on a tout le monde, hein? On a toutes les obédiences. Vous avez les témoins de Jéhovah, tout ce monde. Non, peut-être pas les témoins de Jéhovah. Toutes les autres obédiences, les musulmans, les salutistes, les évangélistes. On a tout le monde parce que le don de sang, on a compris le besoin en santé du sang. Chaque obédience replace ce don de sang en fonction du message religieux qu'ils ont à faire passer. Bon, après, nous avons le cas particulier des témoins de Jéhovah, mais ils ne sont pas des donneurs de sang. Donc, pour nous, la transfusion ne pose pas de problème. C'est peut-être un problème pour mes collègues. Oui, c'est une communauté réfractaire par rapport à la transfusion. Est-ce qu'il existe, Madame la directrice, un produit de substitution au sang humain? Il n'y en a pas. Et pourquoi? Très clairement, il n'y en a pas. On me dit que la recherche évolue. Compte tenu de la complexité du sang, vous avez vu, le sang... C'est vrai que pour le commun des mortels, on voit ce liquide rouge. Sauf qu'il n'est pas que rouge. Il a plusieurs éléments. Donc, s'il faut fabriquer le sang, il va falloir fabriquer des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, de l'albumine, des protéines. Tout ça, il faut le fabriquer. Il y a des équipes scientifiques aujourd'hui qui ont réussi à fabriquer un globule rouge. Mais le globule rouge, ce n'est pas le sang. Ils ont reconstitué. Ils ont leur, vous savez, c'est de la cuisine scientifique. Hein? Chacun a ses éléments. Et puis ils cachent, ils ne veulent pas montrer. Ça fait aussi partie de la confidentialité, de la préservation de ces petits joyaux d'innovation. Donc, fabriquer le sang, c'est fabriquer cet organe complexe. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrive à fabriquer de la peau. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend un tissu de peau qu'on met en culture, on lui donne tous les éléments et la peau grandit, on fabrique la peau. Mais le sang, ce n'est pas possible. Les éléments sont divers, variés, ils sont tous ensemble, mais ils ne sont pas collés. Si bien que fabriquer le sang reste un problème extrêmement difficile pour les scientifiques. La science évolue, nous avons bon espoir qu'un jour viendra dans les années, dans les centaines d'années, on y arrivera. Mais il restera à résoudre un deuxième problème. Une fois qu'on sait fabriquer, mais il faut l'avoir en quantité. Une poche de sang pour soigner une personne doit avoir au moins 350 millilitres. Pour soigner
avec des pénuries que nous avons au Congo, on a eu 54 000 dons. Donc 54 000 multiplié par 350 millilitres, on n'a même pas réussi avec ça à couvrir les besoins en sang pour un petit pays, je veux dire en termes de démographie, comme le Congo. Donc demain, même si on arrive à fabriquer le sang, il ne couvrira pas les besoins, pas dans l'immédiat. C'est tout à fait différent que de tirer de la plante un principe actif comme celui du palu. On l'a compris, on a synthétisé, on a les formules chimiques et avec d'autres éléments, on fabrique des médicaments. Mais le sang, ce ne sera pas ça. Il va falloir produire en quantité. Et là, c'est un autre problème. Donc, en attendant, eh ben, l'homme reste au centre du don de sang et le restera encore longtemps. Et les banques sont demandeuses. Que nous soyons tous des donneurs. Ouais. Alors, il y a un internaute qui veut savoir si à travers le patrimoine génétique hérité du père et de la mère, donc les deux groupes sanguins, on peut établir une traçabilité. C'est ce qu'on appelle des tests de filiation, c'est-à-dire retracer la descendance, oui. Quelquefois même l'ascendance, hein, ça se passe dans les deux sens. Partir des parents vers l'enfant, mais partir aussi de l'enfant vers les parents. Cela est possible. À partir du groupe sanguin? Cela est possible, mais le groupe sanguin à lui tout seul ne peut pas déterminer avec certitude cette filiation. Il faut aller chercher l'ADN. Le groupe sanguin tel que nous le faisons aux transfusions, pour transfuser un individu, nous ne prenons que ce qui est essentiel, indispensable et sans conséquence pour le malade. Nous prenons les antigènes de façon globale. Et on sait que quand on a détecté ces antigènes, le malade n'aura pas de problème. Mais pour aller déterminer la filiation d'un individu, nous devons tenir compte, nous scientifiques, nous tenons compte des conséquences. La conséquence souvent de la recherche en filiation ou la recherche en paternité, ce n'est pas une conséquence biologique. Ce n'est pas seulement une conséquence biologique. La conséquence biologique, quelquefois, c'est pour pouvoir savoir si un tel peut donner son rein, son foie à une telle personne. Dans la parenté. D'accord. Ça, c'est pour faire les greffes. Mais là, les tests de recherche sur le génome peuvent servir à ça. Mais quand il s'agit de reconstruire une filiation, les conséquences sont souvent juridiques, sont souvent administratives et civiles. Il s'agit, quand c'est pour l'enfant, de retrouver une autre, voire attribuer à un enfant probablement une autre identité, ou du moins de faire probablement une rupture entre l'identité que l'enfant a et l'identité probable autre que l'enfant devrait avoir. Et là, les conséquences de nos actes biologiques vont être utilisées par les administrateurs, en l'occurrence le magistrat. C'est la raison pour laquelle, pour faire une affiliation, nous, scientifiques, nous ne le faisons que sur saisie, sur instruction d'un magistrat. Et nous rendons des conclusions qui ne sont pas des conclusions destinées à trancher. Nous donnons un avis biologique, scientifique. Nous disons simplement que l'analyse du sang que nous avons faite attribue effectivement un lien à 99% de chances entre l'individu A et l'individu B. Ou bien que l'individu C qui est là est ou bien peut être à 99% de chances la résultante d'un couplage génétique entre l'individu A et B. Voilà. Mais nous n'avons pas à dire que, voilà, c'est son enfant, c'est pas son enfant. Là, ça revient. Et la marge de manœuvre est de combien? Avec l'ADN, vous savez, c'est 90-99%. L'erreur est très minime et tout dépend du matériel qu'on a utilisé. Quand vous utilisez l'ADN d'un cheveu,
c'est ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Ça permet surtout de donner une lignée maternelle. Elle ne regarde que la lignée maternelle. Mais l'ADN des autres cellules regarde toutes les lignées. Mais si vous ne regardez que la lignée... la lignée maternelle, généralement, il n'y a pas de Il n'y a pas de souci. Même dans nos coutumes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus de l'autre côté. L'enfant est l'enfant de la mère sans contestation. Ça, sûr, hein. Voilà. Donc, nous, ici au Congo, nous ne faisons pas de tests de paternité ou de filiation. Nous n'avons pas le droit de faire. Nous n'avons pas reçu mandat de faire parce que pour le faire, nous devons avoir les textes qui nous le permettent. Même dans les pays modernes, les pays occidentaux, tous les laboratoires ne sont pas habilités à faire des analyses sur le génome. C'est très, très encadré. C'est très, très encadré. Nous recevons de temps en temps des demandes qui émanent des magistrats, hein, de la famille. Nous faisons tout ce qui est prélèvement et nous transmettons tout à nos partenaires à l'étranger qui sont des laboratoires habilités. Et ils nous envoient les conclusions que nous envoyons sous pli confidentiel uniquement avec une réception recommandée aux magistrats. Et libre aux magistrats de suivre ou de ne pas suivre notre avis. Parce qu'il lui revient de regarder les autres éléments. Le magistrat peut très bien statuer sans avoir recours au test ADN. Absolument, oui. Madame la directrice, est-ce qu'il vous arrive dans vos recherches de travailler sur les groupes sanguins d'une ethnie à une autre, par exemple? Entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord du Congo, en toute objectivité? Oui. Pour ce qui est du Congo, nous fonctionnons sur le mode population noire subsaharienne avec des statistiques connues dans tout le monde qui sont la base des stratégies de transfusion. Mais ailleurs, ils ont pu faire des études pour affiner ces données. Nous avons eu à faire ce travail où nous avons été regarder les populations en tenant compte de la répartition géographique, en tenant compte des ethnies, non pas pour la transfusion au quotidien comme nous la faisons, mais dans le cadre d'une étude bien précise pour laquelle nous avions été mis à contribution avec le laboratoire d'anthropologie génétique et diversité culturelle à Marseille. Nous avons été mis en contribution parce qu'ils étaient en train d'étudier les phénomènes de migration bantou à travers l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, jusqu'au peuplement des pays, jusqu'à l'aboutissement de la migration bantou. Donc c'est à ce titre que nous, centres de transfusion, avons été sollicités et nous avons demandé que dans le cadre de cette étude, que soit pris en compte un volet, donc un objectif qui viserait à bien regarder la répartition des groupes sanguins au Congo de façon à améliorer nos stratégies de recrutement des donneurs. C'est ce qui nous a permis, dans le cadre de l'étude, non pas l'étude ethnique en tant que telle, parce que de point de vue éthique, nous n'avons pas à faire d'études ethniques. Le sang, il est le même pour tous et pour tout le monde. Hein. Oui. C'est surtout pour savoir, est-ce que lorsque l'on dit qu'au Congo, c'est 50% de groupes O, 20% A, 20% B et 10% AB, est-ce que cela est strictement valable au Congo? Dans le cas de l'étude, nous avons pu démontrer, la première chose, c'est qu'il y a des disparités pour lesquelles nous devons tenir compte. Par exemple, dans la partie septentrionale, on a vu que le groupe O était plutôt à 58-60%. Et que dans la partie sud, autour de Dolisie, Kayi... Pointe-Noire? Non, pas Pointe-Noire, pas trop, mais surtout autour de Dolisie, Kayi, Madingu, nous avions plutôt 51-52% de haut. De haut. Et cette disparité n'est pas dans les chiffres. Donc, ça nous a permis de comprendre un peu mieux comment nous devions revoir la répartition, les prélèvements et anticiper probablement les pénuries en groupe O.
Donc voilà, dans une étude générale qui concernait toute l'Afrique, nous avons pris cette particularité des groupes sanguins au Congo. Vous avez travaillé que sur le groupe O? Non, sur tous les groupes. Les autres n'avaient pas de particularité. C'est surtout, mais en sachant que le groupe O, c'est celui qui va nous servir le plus souvent. Bon, on a également remarqué aussi qu'il y avait une répartition des groupes qui répondaient bien aux critères de peuplement du Congo qui étaient déjà décrits par les langues, par les habitudes, par les territoires occupés. Voilà. Et quel est le groupe majoritaire au Congo? Le groupe O, O positif. O positif. Ben oui. C'est les plus nombreux. Les plus nombreux. Et cela ne va pas sans conséquence parce que nous voyons régulièrement au niveau de la banque de sang arriver des malades et pour ne pas avoir à payer le groupage sanguin, vous disent qu'ils ont été dans un laboratoire dans la ville et que le groupe était O positif. Mais lorsque nous faisons, ce n'est pas cela. Parce qu'ils savent que le groupe O positif, c'est le plus répandu. Il faut savoir que dans l'éthique du don, il y a 3 éléments. Bénévolat, volontariat, anonymat. Cela signifie que le malade qui reçoit le sang ne sait pas d'où provient le sang ou de qui provient le sang. Pour justement empêcher toutes les conséquences qui peuvent être induites par le fait que l'on sache qui a été le producteur du sang que j'ai reçu. On va, par exemple, surveiller la personne. Dès que la personne tousse à la grippe, on se dit, ben voilà, peut-être que moi aussi je vais l'avoir puisque j'ai reçu son sang. Ou simplement, on ne doit pas se sentir redevable de la personne qui a donné le sang. Le don de sang est un geste gratuit. C'est un geste humanitaire gratuit. Donc, on ne fait pas le lien, du moins le malade et le donneur n'ont pas à être mis en contact. Sauf pour des cas précis, en Occident, hein, quand ils ont des maladies bien précises à soigner, où vous avez peut-être suivi qu'un frère peut donner son sang pour qu'on prenne des cellules souches, pour qu'on puisse soigner l'autre. Ça, c'est orienté, c'est bien encadré. Et là, il y a des considérations éthiques qui sont prises en compte. Madame la directrice, qu'est-ce que les missions Carrefour peuvent faire pour vous et quelle est votre conclusion? Ce que les missions peuvent faire pour nous est très important. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est nous permettre de lever une faiblesse que nous avons. Il nous est souvent fait le reproche de ne pas communiquer suffisamment, de ne pas donner à la population, c'est-à-dire aux usagers, les informations qui devraient leur permettre de venir et de voir autrement le centre de transfusion. Donc, à travers cette émission, j'aimerais pouvoir sensibiliser la population congolaise sur le fait que nous avons besoin de donneurs. Nous n'en avons pas assez et nous avons un gap de 30%. Tous ceux qui sont en bonne santé, qui se croient en bonne santé, tous ceux qui appartiennent à des associations, des mutuelles et qui font des activités, nous leur demandons simplement dans l'année d'inscrire le geste du don de sang dans leur activité 2 fois dans l'année, dans leur programme d'activité 2 mois. Et après, nous sommes disponibles à tout moment pour venir. Et avec ça, nous sommes sûrs que nous allons tenir ce défi de rehausser le nombre de donneurs de sang. C'est très important. Et deuxièmement, aux parents des malades, qu'ils nous accordent le temps de leur donner le produit dans les délais qui sont impartis. Cela nous prend du temps, mais lorsqu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, qu'ils prennent le temps de poser les questions et nous ferons un devoir de leur expliquer en même temps que nos collègues médecins. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour ça, faire cette annonce auprès de la population et surtout prendre le temps de remercier ceux qui sont déjà des donneurs. Chaque 14 juin, l'occasion nous est donnée de célébrer leurs gestes une fois encore et au nom des malades, je voudrais remercier
ceux qui font déjà le geste au nom du ministre de la Santé qui signe leur diplôme, mais ils le signent au nom du gouvernement. Vraiment les remercier parce que ce n'est pas facile de passer outre ces convictions culturelles pour venir faire ce geste ô combien important. Merci. Nous voici au terme de cette émission dédiée au sang ou au don du sang. Merci de rester fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. J'avoue qu'après l'échange avec Madame la directrice générale, difficile de ne pas aller donner son sang. Nous savons maintenant qu'il n'existe aucun produit aujourd'hui capable de se substituer au sang humain. Le don du sang est donc important et les banques du sang sont en demande constante. C'est aussi l'occasion pour Carrefour de rendre hommage à tous les donneurs anonymes de sang pour leur altruisme et nous saluons leur volonté de sauver les vies, redonner la vie. Merci d'entretenir cette flamme, ce désir de participer à une œuvre exaltante de solidarité, ce besoin de rendre un service utile à la communauté, remplir son devoir d'homme sain face aux malades ou aux accidentés, surtout d'accomplir un geste anonyme et bénévole à l'égard d'un inconnu. Nous leur disons simplement bravo et merci. À samedi prochain, si vous le voulez bien.